Alors nous allons poser la question, pourquoi une telle célérité dans le dossier kidnapping? On a vu dans quelques temps, même pas 2 semaines, on a condamné les kidnappeurs. Nous allons en parler avec Christian Mango, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà, les kidnappings, ce dossier, ça vous préoccupe beaucoup plus, c'est-à-dire la célérité avec laquelle on a dirigé ce dossier. Et oui, effectivement, ce n'est pas moi que ça a préoccupé en premier lieu, mais c'est l'opinion nationale qui a suivi ce procès-là, et même à l'étranger. Ce procès a été suivi avec beaucoup d'intérêt, que finalement, on se posait la question de savoir est-ce que c'était vraiment un procès ou il a été question simplement d'un spectacle. Un spectacle? Oui. Mais comment un spectacle? On a su, on a connu des b-boys, on a connu des kaba-kaba, c'est une première. Évidemment, lorsque vous les connaissez, vous ne les appelez même pas par leur vrai nom, vous les appelez par leur surnom. Donc, est-ce que c'était un film? Est-ce que c'était du cinéma? Ou est-ce que c'était un réel procès? Évidemment, nous étions dans un vrai procès. C'était un vrai? C'était un vrai procès. Mais c'était un procès en flagrance. C'est-à-dire que dans l'ordonnancement juridique congolais, lorsque une personne commet une infraction et que par une plainte, une autre va déposer, peut être invitée par le parquet, celle-ci va mener des enquêtes, c'est une procédure qui peut être longue ou pas, mais qui peut ne pas aboutir aussi à ce que le parquet puisse saisir les tribunaux compétents, qui peut ne pas aboutir à cela. Or, lorsque nous sommes dans un procès en flagrance, lorsque l'auteur présumé de l'infraction la commet, alors il y a d'abord une première des choses qu'il faut protéger, ce sont les preuves. Il ne faut pas que ces preuves-là puissent disparaître, il faut vite les rassembler. Et lorsque on rassemble ces preuves-là, lorsque on se saisit, il peut s'agir de la police judiciaire, il peut s'agir du parquet, il peut s'agir de toute autre personne. Lorsqu'on se saisit de l'auteur présumé de l'infraction, il faut l'amener soit au parquet, mais dès l'instant que cette personne arrive au parquet, il faut sur le champ, comme le dit l'ordonnance du 24 février 1978, portant répression des infractions flagrantes, comme le dit ce texte-là, qu'il faut sur le champ emmener ces personnes-là devant les juges compétents. Alors, pourquoi on a instauré ces dispositions-là en droit congolais? Justement parce qu'on avait constaté, et vous avez suivi le chef de l'État, c'est un débat politique, on va mettre ça entre parenthèses, mais qui a quand même été déçu de la justice. Notre justice. Justement parce qu'il y a des gens qui sont entrés par le parquet, entrés par la grande porte au parquet, mais ils sont sortis par derrière, par quelle magie, personne n'a jamais su expliquer ça. Et c'est pour ça que pour éviter... Mais vous êtes praticien du droit, le ministère public instruit à charge et à décharge. Tout à fait. Effectivement, mais quand ils sont là-bas, il n'est pas dit qu'ils seront certainement condamnés. Pas forcément. Effectivement. Pas forcément, j'en conviens. Mais lorsque c'est patent, vous savez, l'opinion attend à ce que même si la personne va être relaxée, mais qu'on nous donne néanmoins les motifs pour lesquels on a fini par les laisser partir. Ça reste une zone d'ombre. Mais sinon, il y avait d'autres personnes qui devaient être citées, mais qui n'ont pas été citées. Dans ce procès-là, l'opinion a eu l'impression, parce que vous savez que les procès en flagrant, c'est plus des procès qui sont institués pour donner une leçon. Pour démontrer que si vous commettez une infraction et que l'opinion s'en saisit, vous allez voir soit les sanctions, soit que si on va constater que vous n'avez pas du tout commis ces infractions-là. Malheureusement, les procès en flagrance, on l'a constaté, d'abord exposent des personnes à telle enseigne que les questions sur leur présomption d'innocence se posent. Est-ce que vraiment une personne qui a déjà exposé en public dans un procès en flagrance et que plus tard on voit qu'elle n'a pas été condamnée, ça fait poser des questions. En plus de cela, lorsque le procès se déroule, la loi prévoit que, une fois que le procès commence, eh bien, si le tribunal estime qu'il y a certaines informations qu'elle doit encore obtenir du parquet à la suite des enquêtes,
il peut décider à ce qu'on puisse renvoyer à une date certaine, le temps que le parquet termine avec ses enquêtes. Mais c'est souvent difficile de le faire. Et vous avez vu avec les procès en flagrance ici, le contexte n'a pas permis à ce qu'on puisse évoluer sur ce champ d'action-là. Il fallait procéder très vite. Alors cette expédition a fait en sorte que, vous voyez, aujourd'hui, le gouvernement est en train de se battre pour nous dire que c'est que les prévenus ont dit dans le procès qu'ils tuaient des personnes, qu'ils leur extirpaient leurs organes et qu'ils faisaient des trafics d'organes, ni les juges, ni les Mais ça a été démenti même par le gouvernement. Justement, ils ont démenti. Par le ministre de la Santé. Est-ce que l'opinion s'attend au démenti du gouvernement? Ce n'est pas le gouvernement qui était devant le juge. Les prévenus eux-mêmes l'ont dit de leur bouche, mais c'est un terrain qu'on n'a pas voulu apparemment exploiter. Et au finish, dès lors que les débats prennent fin, les juges sont obligés, d'après ce que prévoit la loi, de pouvoir prendre leur jugement, délibérer et prononcer les jugements à l'audience même, le jour même. Alors la conséquence, c'est que lorsque le jugement a été prononcé, nombreux sont restés dubitatifs. Nombreux n'ont pas vraiment cru qu'on est allé jusqu'en profondeur de ce qu'on devrait s'attendre. Ils peuvent aller en instance. Et justement, en appel. Ils peuvent aller en appel. Alors là, ça fait, vous permettrez la redondance, ça fait appel à une autre situation que nous a produit le droit congolais en ce qui concerne les procès en flagrance. Et d'ailleurs, je dois le dire comme ça à l'opinion, qu'il y a même une affaire qui était aussi en flagrance, dont une exception d'inconstitutionnalité avait été soulevée et l'affaire se trouve actuellement devant la Cour constitutionnelle. Pour cette dernière, il lui est posé la question de savoir est-ce que juger des personnes comme ça en flagrance, d'abord permet à ce que la vérité judiciaire soit établie. Est-ce que juger des personnes en flagrance dans cet état-là permet à ce que le droit de la défense de ceux qui ont été jugés puisse être préservé? Ce n'est pas parce qu'une personne a commis une infraction qu'on doit forcément prendre son téléphone et mettre ses vidéos partout sur le net. Est-ce que juger des personnes dans cet état-là respecte la Constitution lorsqu'elle dit que nul ne peut être jugé si on n'a pas donné à un tribunal un temps raisonnable pour connaître de cette affaire-là? Alors, toutes ces questions-là ont fait en sorte qu'aujourd'hui, non seulement qu'on pose la question à la Cour constitutionnelle et on attend, si celle-ci ne va pas dire que l'ordonnance loi portant répression des infractions flagrantes n'est pas inconstitutionnelle, mais en plus de cela, vous avez vu l'impact que ça a eu dans notre société. Que les procès en flagrance paraissent les plus mauvais procès possibles que la nation ait expérimenté, justement parce qu'on a l'impression que la vérité du droit ne resplendit pas. On a l'impression que la vérité judiciaire ne ressort pas du tout. On cherche vraiment à savoir pourquoi on a instauré cette procédure-là. Est-ce que c'était par rapport au contexte de 1978 ou peut-être pour ne pas permettre à ce que certaines personnes qui n'allaient pas être du même goût que le pouvoir de l'époque puissent parler, à telle enseigne que s'ils exposaient ce qui était leur pensée, on peut les arrêter et aussitôt arrêtés, il faut les déférer devant un tribunal qui va très vite les juger. Donc aujourd'hui, de notre petite analyse d'hommes de droit, nous nous sommes dit finalement que l'impression que nous donnent les procès en flagrance n'est pas ce qu'on devrait s'attendre, c'est-à-dire on ne s'attend pas. Et maintenant, la condamnation, la peine de mort qui est commuée en perpétuité, est-ce que faudra-t-il ouvrir une brèche pour exécuter ceux qui ont été condamnés afin de servir des leçons? Parce que c'est encore un moratoire, un peu. Bon, aujourd'hui d'abord, entre parenthèses, pour ce qui était de ce procès-là, est-ce qu'il a été établi vraiment qu'ils ont tué? Parce qu'on n'a pas retrouvé le corps des personnes. Aujourd'hui, vous avez entendu le gouvernement dire qu'il n'y a même pas eu des preuves, il n'y a pas eu des victimes. Et cela a été mal interprété d'ailleurs dans l'opinion. On a cru que
les victimes d'une infraction ne peuvent être que ceux sur lesquels ces infractions-là ont eu lieu. Bon, non, mais même leurs familles peuvent être victimes aussi. Et donc, ce qu'on a eu comme impression, finalement, c'est que est-ce que la peine de mort, on ne peut pas l'appliquer aujourd'hui? Pour ce qui est de ces procès-là, j'ai dit, il faut qu'on puisse établir effectivement qu'ils ont tué. Mais prendre la question grosso modo, quand on essaie de faire certains sondages ici dans notre pays pour poser la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas continuer à appliquer la peine de mort, la majorité est pour à ce que la peine de mort soit appliquée. Mais nous sommes sous l'épée de Damoclès que vous venez d'évoquer tout à l'heure, le moratoire qui interdit, quand bien même ce moratoire à ce jour a d'ailleurs expiré, mais ce moratoire interdit toutefois qu'on puisse encore appliquer la peine de mort. C'est pour ça qu'on l'a commis aujourd'hui à la peine à perpétuité. Mais il revient à dire encore une fois de plus que les procès en flagrance paraissent être des procès les plus mauvais procès dans lesquels l'instruction peine à être bien faite au point que donc, la vérité judiciaire... Les enquêtes ne sont pas menées comme il se doit. Tout à fait. La vérité judiciaire peine à être donc les tribunaux s'est beaucoup plus focalisé sur les témoignages que de mener les enquêtes. Il n'y a pas eu de descente sur des descentes. On a vu seulement des témoignages, et puis ils ont condamné. Exactement. Que des témoignages, que des affirmations. Et même quand il s'agissait de ce que les pénalistes aiment appeler des serments litis décisoires, c'est-à-dire le prévenu lui-même reconnaît qu'il a commis une infraction, c'est-à-dire disant qu'on a tué, mais il ne vous a pas montré où est-ce qu'il avait tué, où est-ce qu'ils avaient mis le corps, parce qu'ils ont dit mais où exactement cela a été fait, ça a permis à ce qu'on puisse déceler une certaine psychose au sein de la population quinoise à ce jour. Parce que, juste après les procès, les gens avaient encore peur de monter dans des taxis, les gens avaient encore peur de monter à bord des motos, parce qu'ils pensaient toujours que les vrais responsables de ces infractions-là se cachaient quelque part. Et d'ailleurs, ce n'est même pas seulement pour ce qui est du procès dont les condamnations sont tombées la semaine passée, mais jusqu'aujourd'hui, il y a encore des réactions de l'opinion qui estiment que ce procès-là, on devait creuser davantage, on s'est arrêté quelque part en chemin. Voilà. Merci beaucoup, Christian Mango, surtout de votre passage et de vos éclaircissements sur ces dossiers de kidnapping. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochokoum. Il sera 20h à Lubumbashi et même heure à Kolwezi. Alors 19h ici à Kinshasa, ça sera aussi même heure à la radio 50, 96.2 MHz. Là, vous allez suivre encore une autre édition. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.